20 jours après l'accident, au départ un accident, ce sera peut-être classifié plus tard catastrophe, en tout cas je le pense, au niveau des émissions radioactives, il est extrêmement difficile de savoir ce qui est déjà sorti de ces 4 installations, puisqu'il y a 3 réacteurs plus une piscine de combustible qui est elle-même en perdition. On a extrêmement du mal à savoir ce qui est sorti parce qu'on ne sait pas ce qui reste. Et comme on est obligé de s'éloigner de plus en plus des cœurs des réacteurs à cause de la radioactivité qui est sortie, on est devant un phénomène pratiquement irréversible. Plus on s'éloigne, moins on contrôle ce qui se passe dedans, moins donc on sait ce qui se passe. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y avait au départ des émissions par le haut, avec des émissions voulues, c'est-à-dire contrôlées pour faire baisser la pression, qu'il y a eu des explosions, parce qu'il y a eu l'élévation de température qui a mené fabrication d'hydrogène, qui a explosé et fait voler en éclats l'enceinte extérieure. Donc on est devant des cuves de réacteurs qui sont elles-mêmes apparemment endommagées. Donc les émissions continuent et en plus on découvre alors récemment que ça fuit aussi par le bas, puisque le tuyau qui servait normalement aux émissions en fonctionnement normal de ces réacteurs, puisque ces réacteurs sont autorisés à effectuer des rejets radioactifs en l'air et dans la mer, cet émissaire qui, est qui va dans l'océan Pacifique, qui a une longueur à peu près de 300 mètres, on a découvert il y a seulement 2-3 jours qu'au bout de cet émissaire, qui normalement aurait dû être endommagé ou bouché par le tsunami, en réalité il était parfaitement fonctionnel et qu'il servait à écouler de la radioactivité par le bas. Ce qui fait qu'on a trouvé une tache de contamination là dans l'océan très importante. Ce qui fait qu'on sait qu'il y a eu des rejets, on ne sait pas combien ça a sorti. Les évaluations des spécialistes que j'ai eu l'occasion de consulter vont de 10% qui est sorti à 80%. Vous voyez que la fourchette est très large. Donc je ne me prononcerai pas sur ce qui est sorti. On ne sait même pas à Tchernobyl, par exemple, 25 ans après, et pourtant une affaire qui a été pas mal étudiée, les spécialistes eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qui reste dans le sarcophage de Tchernobyl. Donc là, il est trop tôt pour faire ce bilan, peut-être qu'on ne le saura jamais. Par contre, l'impact sur l'environnement, ça, il est déjà mesurable et on l'a déjà parfaitement identifié dans des zones proches, puisqu'on a déjà évacué 20 km, donc ça, c'est sûr. On parle aujourd'hui d'évacuer encore un peu plus loin. Nous, on a des résultats sur l'environnement au-delà des 100 km, c'est-à-dire en direction de Tokyo, vers le sud. Et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que l'environnement est déjà fortement contaminé, suffisamment pour que la chaîne alimentaire, les épinards, on a beaucoup parlé des épinards, mais pas seulement les épinards, l'herbe et donc le lait soit contaminé au-delà des normes japonaises, qui sont à peu près les mêmes que les normes internationales, et qui fait que certains nombres de ces produits sont déjà soit retirés de la consommation ou recommandés à ne pas être consommés par les familles. Donc on a déjà une contamination. Et même Tokyo, qui est à 250 km et qui n'a vu passer que 2 petits panaches pour l'instant, par chance. Pourquoi? Parce que les vents ont emporté globalement cette radioactivité vers l'est, c'est-à-dire vers le Pacifique. Et ça, c'est une chance pour les gens de Tokyo. Et là, il y a une méga métropole qu'on n'imagine pas évacuer aujourd'hui. Et bien là, il y a eu 2 petits panaches. Et la surprise pour moi, en scientifique, c'est de constater qu'après ces 2 petits panaches, dans les jours qui ont suivi, il y a eu une augmentation de la radioactivité dans l'eau du robinet à Tokyo. La première fois, c'était vers le 15 mars, elle était assez minime, elle n'a pas amené de contre-mesures. Par contre, la deuxième fois, c'était le 21-22 mars. Là, on a recommandé de ne pas utiliser l'eau du robinet pour les biberons, pour les enfants. Ça a duré quelques jours. Ça veut dire qu'à Tokyo, on boit une eau, je ne sais pas comment elle est captée, mais qui est en influence directe avec les panaches qui peuvent arriver. C'est pour ça que pour moi c'est une situation qui est dramatique, parce que s'il y a encore beaucoup de panaches qui vont vers la direction de Tokyo, on va être obligé peut-être pas d'évacuer, mais en tout cas d'imposer des restrictions de consommation qui risquent d'être vraiment problématiques. Le gouvernement japonais, les autorités japonaises, dès le départ, nous les avons sollicités pour avoir des chiffres, de l'information, de la vraie information. Et ça, il faut reconnaître qu'on est 20 jours après et que ça, c'est toujours absent, je dirais. Il y a de la communication, mais il n'y a pas de l'info. Qu'est-ce qu'on appelle de l'information? L'information, c'est savoir quelle est la radioactivité présente dans l'air, présente dans les aliments, dans l'eau de mer. Or,
Si vous regardez les infos qui sont données par les autorités, c'est, par exemple, dans l'eau de mer, on vous dit il y a 1850 fois la valeur normale, la norme en iode 131 dans l'eau de mer. Or, l'eau de mer, normalement, ne contient pas d'iode 131. Donc la norme, c'est 0. La normale, c'est 0. Et 1850 fois 0, ça fera toujours 0. Donc ça, ce n'est pas une information. Comme on vous a dit, pour les épinards, ils sont contaminés, oui, on reconnaît, mais il faudrait, alors là, c'est les autorités japonaises toujours qui parlent, c'était au ministère de la Santé japonais, eh bien, qui dit il faudrait qu'un Japonais adulte en mange toute une année, ces épinards, pour qu'il atteigne une limite de dose, donc de risque, qui soit équivalente à 1/5 de scanner. Alors ça, c'est une aberration complète. Moi, honnêtement, quand j'entends ça, je me sens replonger 25 ans en arrière, en France, avec le nuage de Tchernobyl, où on nous disait qu'il n'y avait aucun problème. Et qu'il faudrait manger je ne sais pas combien de kilos d'épinards ou de champignons, ou qu'il faudrait boire des tonnes de lait pour arriver à quelque chose qui, de toute façon, serait évidemment négligeable. Comparer une contamination interne à un scanner qui est une irradiation, certes pas une dose nulle, mais une irradiation, déjà, sur le plan scientifique, ça ne tient absolument pas la route. Et la comparaison, en plus, est honteuse, je dirais, elle est complètement irréaliste. Donc ça, ce n'est pas de l'information, ça c'est de la désinformation de la part des autorités japonaises. Heureusement, nous avons pu rentrer en contact avec des scientifiques japonais, des gens qui travaillent sur le terrain. Parce qu'au Japon, vous avez plein de laboratoires. Il y a une communauté scientifique extraordinaire, parfaitement équipée. Et nous avons pu rentrer en contact avec ces gens-là, en partie avec un institut qui est municipal à Tokyo. Et là, on a eu des vraies informations sur la radioactivité de l'eau à Tokyo, sur l'air à Tokyo, la contamination de l'air. Ça, c'est des vraies informations. Quels radionucléides étaient présents dans l'air? Combien de becquerels par mètre cube? Ça, c'est de l'information. Et malheureusement, du côté des autorités japonaises, on n'a jamais eu ça. Dans la préfecture d'Ibaraki, qui est une préfecture qui est à mi-chemin entre Tokyo et Fukushima, en gros entre 100 et 200 km de Fukushima, là aussi, nous avons pris contact avec des laboratoires, cette fois préfectoraux. Et là, ils font du travail. On a eu des vrais chiffres sur la contamination des épinards. C'est là qu'on a pu savoir que les épinards pouvaient être contaminés jusqu'à 50 000 becquerels par kilo, alors que la norme japonaise pour les adultes est à 2000. Donc on voit bien qu'on est très largement au-delà des limites. Là, on sait qu'il y a des gens qui font du travail, qui recommandent aux gens de ne pas consommer ces produits, qui essayent de faire des choses. Mais évidemment, c'est très difficile. Quand tout l'environnement est contaminé, on mesure les difficultés. Donc, du côté des autorités, c'est malheureusement, je dirais, dramatique. Par contre, heureusement, sur le terrain, on voit des gens qui travaillent et qui font des choses. Quand on est exposé à de la radioactivité, on peut l'être par une source extérieure à la personne et on est irradié. C'est le cas, par exemple, d'un scanner, des rayons X. On passe une radio, on n'est pas radioactif. On est exposé le temps très court de la photo, entre guillemets. Ce n'est pas une photo, j'aime pas ce terme-là, mais du cliché, on dira. Bon, ça, c'est pendant un temps très très court, et quand on sort, on est non radioactif. Quand on est contaminé, parce qu'on mange de la radioactivité, parce qu'on l'inhale la radioactivité, parce qu'elle est déposée sur la peau, là, on est contaminé. La radioactivité, elle est interne au corps. Et là, les dégâts dans le corps, ils se font d'abord au cœur des cellules, par les atomes radioactifs qui bombardent de l'intérieur. Et là, tant que les éléments radioactifs sont là, ça bombarde. Et là, on sait qu'en contamination, par exemple, eh bien, il y a des personnes, en particulier les enfants, qui sont beaucoup plus sensibles que des adultes, etc. etc. Et là, on a un phénomène qui est durable. Donc on est sur deux phénomènes différents sur le plan scientifique, et mettre sur le même plan ces deux choses-là, c'est une aberration scientifique. Après, évidemment, les deux représentent un risque. Un scanner, ce n'est pas banal. C'est une dose d'irradiation. Il ne faut pas en abuser. Si c'est nécessaire pour la santé, on le fait. Il y a une justification. Manger de la radioactivité, c'est aussi un risque, mais quand on ne l'a pas choisi, ce risque, et c'est le cas des gens qui sont obligés de consommer, ils sont condamnés à consommer. Ce n'est pas un choix qu'ils ont fait. Ce n'est pas un choix thérapeutique, ce n'est pas parce qu'ils sont malades. Il n'y a pas de justification à manger de la radioactivité. Vous voyez, donc on est sur deux phénomènes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et mettre ça sur le même plan, c'est choquant.
Au Japon, ça fait 20 jours qu'il y a des émissions radioactives dans l'air, on voit aussi un peu dans la mer. Donc on va surtout parler du panache aérien, puisque celui-là, peut parcourir des milliers de kilomètres. Et ce panache aérien, on ne sait pas grand-chose, on ne sait pas exactement sa composition isotopique, on ne sait pas à quelle hauteur il va se dégager. Ce sont des éléments clés pour savoir s'il va aller loin et s'il va poser des problèmes. Est-ce qu'il faut anticiper dans la direction pour prévenir les populations, prendre des mesures préventives, pas des principes de précaution, préventives par rapport à ce panache qui risque d'arriver sur l'Europe. Alors là, il y a eu, on a beaucoup parlé d'un panache qui est parti le 15 de Tokyo, enfin du Japon. Pourquoi? Parce que celui-là, il est parti apparemment suffisamment haut pour qu'il aille suffisamment loin. Les premiers panaches sont partis pas très loin. Celui-là, la météo a permis de prévoir qu'il allait partir loin vers l'Est, c'est-à-dire traverser le Pacifique, traverser les États-Unis, voire venir jusqu'à l'Europe. Ça, c'est une prévision météo à partir de données météo qui partent du 15 mars. Ce phénomène, donc prévu, il s'est en gros produit. C'est-à-dire qu'effectivement, on a eu un panache, puisqu'on peut le dire aujourd'hui, qui a survolé l'Europe, qui est arrivé en gros le 21, 22, la semaine dernière, et qu'on a même pu le détecter maintenant. Au départ, on ne savait même pas s'il était là, puisqu'il est arrivé en altitude, qu'il faisait beau sur la France à ce moment-là. Donc les dépôts qu'il a fait étaient des dépôts secs, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des poussières et des gaz qui étaient dilués, évidemment très dilués par rapport à leur position de départ. Mais c'est difficile à détecter et des dépôts relativement faibles. Il y a eu des phénomènes pluviométriques le week-end dernier. Et là, la pluie a joué un rôle important, c'est que là où il y avait ces particules radioactives, eh bien, elle a pu précipiter au sol des quantités plus importantes. Et là maintenant, on a une certitude scientifique, c'est que oui, le panache est bien passé sur la France. Il y est encore aujourd'hui. Il va sans doute y rester, suivant la météo, encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et à partir du week-end dernier, c'est-à-dire de dimanche, samedi, dimanche, on a commencé à mesurer réellement au sol. Alors sur des appareils, pas avec un compteur Gégère. Un compteur Gégère, il n'a rien vu, lui. Les balises ne se sont pas mis en alerte, c'est-à-dire pas nécessité de demander, prendre des précautions aux gens. Mais par contre, ces balises, certaines balises, comme celle de la CRIRAD, dans la vallée du Rhône, ont pu détecter ces particules radioactives sur des balises, non pas d'alerte, mais de surveillance de l'environnement. Ces balises-là sont capables de pomper de l'air, des centaines de mètres cubes d'air, de le filtrer sur des filtres papier assez fins, puis sur une cartouche de charbon actif qui est capable de piéger les gaz dissous, en dehors de l'oxygène, et en particulier l'iode radioactif, qui est en grande partie sous forme gazeuse et une petite partie en forme condensée. Donc il lui peut être retenu une partie sur le filtre papier et une partie sur la cartouche. Sur le filtre papier, ce qu'on récupère, c'est les poussières, les aérosols. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'iode. Pourquoi l'iode? Seulement l'iode. Pourquoi? Parce que l'iode était en plus grande quantité que les autres radioéléments. Donc en becquerel par mètre cube, c'est celui-là qui est prépondérant. Celui-là, on a pu le mesurer sur des filtres, sur des cartouches. On l'a très bien vu au début au Puy-de-Dôme, c'était samedi dernier, parce que c'était en altitude. Dans les vallées, au niveau de Paris, de la Drôme, eh bien, on l'a vu plus tard, lundi. Disons, en gros, on l'a identifié lundi. Nous, on l'a parfaitement identifié. On a pu confirmer ça que dans l'eau de pluie, on le retrouvait bien. Le week-end dernier, il a plu dans la Drôme. On l'a retrouvé ça dès les premières analyses à des activités faibles. Ces résultats ne sont pas alarmants. C'est-à-dire qu'ils confortent, je dirais, l'idée que c'est bien un petit bout de panache qui est arrivé jusqu'à nous, que le phénomène dilution, dispersion avait bien joué, mais pas disparition. La radioactivité n'a pas disparu. Et comme le phénomène continue, que là-bas, au Japon, ça continue à émettre, évidemment, il faut rester vigilant. On ne peut pas dire que le phénomène est terminé, loin de là. En même temps, on a de l'iode 131 qui a une demi-vie courte de 8 jours, c'est-à-dire tous les 8 jours, il diminue son activité. Mais comme tous les jours, on en remet une petite couche parce que le panache est toujours par là, en gros, l'activité monte. Et nous, sur les dernières analyses d'hier, donc de mercredi, eh bien, on commence à voir le césium, qui lui était beaucoup moins présent, et nous commençons à pouvoir l'identifier. On va bientôt pouvoir le quantifier, dire combien de becquerel par mètre cube
par mètre carré de sol, il y a de césium. Ce qui veut dire qu'il faut rester vigilant parce que si ça se dépose pendant plusieurs jours comme ça, plusieurs semaines, l'accumulation au sol peut-être amener dans les semaines qui viennent à conseiller aux gens de surveiller la chaîne alimentaire pour éventuellement proposer aux gens des mesures de prévention si la radioactivité monte dans la chaîne alimentaire, ce qui est fort probable, mais pas certain aujourd'hui.